Donc, Laurence Weibel, donc je suis chronobiologiste. Alors, c'est quoi la chronobiologie? C'est l'étude des rythmes biologiques dans l'organisme, ou encore, comme le disait assez joliment Jean-Claude Ameisen, c'est l'étude des battements du temps au cœur du vivant. Voilà, donc je suis chronobiologiste à la CARSAT Alsace-Moselle. La CARSAT, c'est l'assureur de votre risque professionnel, hein, si vous êtes une entreprise de droit privé du régime général. Et donc, mon quotidien, c'est d'accompagner les entreprises dans des problématiques liées à des horaires de travail, à des rythmes de travail et d'appliquer certains principes de chronobiologie afin de pouvoir les conseiller au mieux dans des mesures de prévention. Alors, on va voir ensemble cet après-midi ce qu'est la chronobiologie, comment ça fonctionne, quels sont les mécanismes sous-jacents à ces problématiques de travail en horaire décalé. Et nous verrons dans un deuxième temps comment on peut concrètement appliquer les principes de chronobiologie en entreprise. Alors, pour débuter, j'ai repris ce petit quiz. Vous devez voir ma deuxième diapositive. Ce petit quiz d'un collègue et ami, Claude Gronfier, pour introduire le sujet. Donc, est-ce que vous savez que la lumière est indispensable à la vie sur Terre? Si vous avez assisté à certaines conférences de ce matin, vous pourrez répondre oui, je pense. Savez-vous qu'une horloge circadienne a été découverte dans le cerveau et qu'elle est responsable du sommeil la nuit et de la veille le jour, entre autres? Savez-vous que la lumière naturelle est le plus puissant synchroniseur de cette horloge et qu'elle induit que les humains sont des animaux diurnes? Si vous avez répondu oui à toutes ces questions, alors vous savez que le travail de nuit n'est pas physiologique, on va le revoir, et pourquoi les effets sanitaires associés sont si nombreux. Si vous avez répondu non à certaines questions, vous pouvez assister à la suite de ma présentation. Donc, des mécanismes de mieux en mieux connus. En effet, ces mécanismes ont bien été décryptés et nous ont même conduit à obtenir le prix Nobel de médecine il y a quelques années pour 3 chronobiologistes. Donc, en fait, tout débute par notre vie sur Terre où nous sommes soumis régulièrement et de façon récurrente à des alternances de lumière et d'obscurité. Eh bien, pour faire face à ces alternances de lumière et d'obscurité, les organismes qui vivent sur la Terre ont mis en place des stratégies d'adaptation. Et parmi ces stratégies d'adaptation, on trouve ces fameux rythmes biologiques qui nous intéressent aujourd'hui. On sait aujourd'hui que l'ensemble des êtres vivants vont exprimer des rythmes biologiques, que ce soit les plantes, les insectes, les poissons, les mammifères, bien sûr, et l'homme, avec le petit enfant, quand il naît, qui n'a pas un système circadien, on va revenir sur ce terme, tout à fait mature, vous l'aurez remarqué. Voilà, donc on exprime tous des rythmes biologiques. Ces rythmes biologiques vont être classés selon leur fréquence, on va y revenir. Ce qu'il en résulte, c'est que l'homme, en tout cas pour l'homme, c'est qu'il est rythmique, bien sûr, donc il exprime des rythmes biologiques, mais surtout qu'il est diurne. L'homme est rythmique, ça veut dire que la plupart de nos fonctions physiologiques évoluent selon un rythme biologique au cours des 24 heures. L'homme est diurne, ça veut dire qu'on a été conçu génétiquement afin d'être actif le jour et de dormir la nuit, et que ce schéma ne va pas s'inverser tout simplement parce que l'on est obligé ou parce que l'on choisit, certains d'entre nous le choisissent, de travailler la nuit. L'existence même de ces rythmes biologiques, à quoi ça sert finalement? Ça reflète la nécessité chez l'homme et chez les autres mammifères, dans l'ensemble du vivant, donc la nécessité d'exprimer certaines fonctions biologiques à un moment plutôt qu'à un autre des 24 heures. Donc, ça reflète vraiment la nécessité pour certains événements de se produire plutôt à un moment qu'à un autre du nicténaire. Autrement dit, nous ne sommes pas des chouettes, on pourrait aussi dire nous ne sommes pas des animaux, des souris, des rats de laboratoire, puisque nous, on est vraiment conçus pour dormir la nuit et pour être actifs de jour. Je vous l'ai dit, les rythmes biologiques sont classés selon leur fréquence. Parmi ceux qui nous intéressent aujourd'hui, lorsque l'on va essayer de l'appliquer en entreprise, et donc notamment dans le cadre d'un travail de nuit ou d'un travail posté, ce sont ce qu'on appelle les rythmes circadiens. Circa qui veut dire environ, dies qui veut dire jour. Donc, ce sont des rythmes qui ont une fréquence autour de la journée, avec donc une période qui est d'environ 24 heures et qui sont de nature endogène. Ça va être très, très important. Donc, vous l'aurez compris si vous avez assisté à des conférences ce matin, cette rythmicité endogène, elle a été localisée dans les années 80 dans des petits noyaux, une structure paire dans notre cerveau que l'on appelle les noyaux suprachiasmatiques, qui se trouvent donc au-dessus du chiasma optique. Et donc, ça, c'est le siège chez tous les mammifères de notre horloge biologique centrale.
Donc, cette petite structure qui est représentée sur cette diapositive. On sait, donc ça, on le sait depuis les années 80. On sait depuis un peu plus récemment, dans les années 2000, qu'à côté de cette horloge principale, nous avons également ce qu'on appelle des horloges périphériques ou des horloges secondaires, et que tout ça, ça fonctionne de concert avec donc un chef d'orchestre qui est cette horloge principale qui est localisée dans le cerveau, et des horloges périphériques ou horloges secondaires qui vont être localisées dans l'ensemble de notre organisme. Et donc, tout ça, ça va fonctionner de concert avec une synchronisation, nous allons le voir, qui est principalement liée aux signaux de l'environnement. Alors, pour schématiser la synchronisation du système circadien, vous voyez représenter sur cette diapositive plusieurs choses. D'une part, en amont, les variations journalières de l'environnement avec la schématisation de l'alternance de la lumière et de l'obscurité. Une horloge centrale qui est schématisée au milieu avec des horloges périphériques dans l'ensemble de l'organisme. Et en sortie, un ensemble de rythmes biologiques chez l'homme, comme exemple de rythmes biologiques qui sont donc issus de cette synchronisation circadienne. Alors, parmi les signaux de l'environnement qui vont donc remettre à jour tous les jours cette horloge biologique, parce qu'en fait, notre horloge biologique, elle est environ calée sur 24 heures, mais chez l'homme, elle a une petite spécificité, c'est que sa période est un tout petit peu supérieure à 24 heures chez la majorité d'entre nous, on ne va pas rentrer dans les détails, ce qui fait qu'elle se doit d'être remise à jour tous les jours par ces signaux de l'environnement. Et parmi les signaux de l'environnement les plus puissants en tant que synchroniseur de cette horloge biologique, nous avons l'alternance de la lumière et de l'obscurité. L'alternance lumière-obscurité, c'est vraiment le synchroniseur ou le Zeitgeber. On parle aussi de Zeitgeber parce que les premiers chronobiologistes étaient allemands. Vraiment littéralement les donneurs de temps. Donc, ce cycle lumière-obscurité, l'alternance de la lumière et de l'obscurité, c'est vraiment le principal synchroniseur de l'horloge principale chez l'homme. À côté de cette synchronisation photique, nous avons également un ensemble de synchroniseurs dits non photiques, donc non liés à la lumière, qui vont également agir principalement sur les horloges périphériques, comme par exemple la mélatonine, qui est une hormone endogène et qui est capable d'apporter une information, de donner une information temporelle à l'organisme également, l'exercice physique intense et certains facteurs métaboliques chroniques, comme par exemple l'heure et la composition des repas. Donc, l'ensemble de ces synchroniseurs, photiques et non photiques, vont synchroniser notre système circadien, donc composé de l'horloge principale et des horloges périphériques, sur exactement 24 heures tous les jours. Et donc, ça va aboutir à la mise en place de certains rythmes biologiques qui sont représentés sur la droite de la diapositive, avec comme exemple tout en haut le rythme biologique de la mélatonine, qui est vraiment l'hormone donneuse de temps, l'hormone circadienne par excellence, donc la mélatonine qui est sécrétée exclusivement la nuit, qui est l'hormone du sommeil. On dit qu'elle ouvre les portes du sommeil, qu'elle permet l'endormissement. Donc cette mélatonine, elle a un rythme circadien très très robuste, très bien connu, avec une sécrétion qui est exclusivement nocturne. Deuxième exemple, sur la diapositive du milieu, sur la petite courbe du milieu, c'est notre rythme de température interne qui, là aussi, obéit à une variation circadienne assez robuste et qui, vous le voyez, évolue en opposition de phase avec le rythme de mélatonine, avec des taux de température qui s'abaissent pendant le sommeil afin de permettre le sommeil. Et enfin, troisième exemple, le dernier graphique tout en bas en jaune, le rythme de cortisol, l'hormone du stress, qui elle aussi a un rythme biologique et un rythme circadien très connu, avec des niveaux très très faibles, des niveaux de sécrétion très réduites. La sécrétion est très très réduite en début de sommeil, notamment pendant la première phase de sommeil lent profond. Et cette sécrétion de cortisol va s'élever peu à peu au cours de la nuit pour atteindre un maximum au moment de la journée, au moment du réveil, afin de préparer finalement l'organisme à sa journée et de le préparer au mieux et de l'activer au mieux, parce que le cortisol, c'est une hormone de l'activation. Donc, vous voyez la pertinence de ces rythmes biologiques, ce n'est pas du tout lié au hasard, ça a vraiment une signification et une pertinence physiologique. Donc, je vous le disais, pour revenir à la synchronisation, c'est donc bien, rappelez-vous, la lumière et l'obscurité qui seront le principal synchroniseur de l'horloge biologique. Et on sait, depuis assez récemment, depuis les années 2002, qu'il existe une voie spécifique dédiée purement à la synchronisation de l'horloge biologique centrale par la lumière. Ça veut dire que c'est une voie non visuelle qui ne sert absolument pas à la vision. L'œil ne sert donc pas qu'à voir. Et donc, cette voie visuelle spécifique s'appuie sur finalement un photorécepteur spécifique également, qui sont donc les photorécepteurs, les cellules à mélanopsine.
Donc, nous avons un troisième photorécepteur qui a été découvert dans la rétine. On connaissait tous les cônes et les bâtonnets. Et bien, en plus, vous avez donc, ces cellules à mélanopsine qui sont entièrement dédiées donc, à la synchronisation du système circadien par la lumière. Et on a découvert plusieurs propriétés, notamment, et là aussi, ça a été rappelé ce matin, que ces récepteurs, ces photorécepteurs avaient une sensibilité maximum à la lumière bleue, à la lumière autour des 480 nanomètres, ce qui explique donc l'impact majeur d'une exposition à un écran le soir, par exemple, ou en tout cas de l'effet éveillant de ces écrans sur notre système circadien. Voilà. Alors, vous avez donc ici, pour résumer sur cette diapositive… Laurence, Oui, oui. on a une petite question, je pense qu'il peut être intéressant de répondre maintenant au sujet de la mélatonine dont vous parliez il y a quelques minutes. Est-ce que prendre la mélatonine, donc c'est Morgane qui nous demande si la mélatonine effectivement peut aider justement à l'endormissement ou les personnes ont des difficultés de sommeil. On sait qu'il y a des traitements à base de mélatonine et des compléments alimentaires à base de mélatonine. Ouais. Donc, en fait, effectivement, la mélatonine, elle est prescrite en tant qu'hypnotique à des doses particulières, avec un protocole bien particulier, mais elle fonctionne, je crois. Alors, moi, je ne suis pas médecin, hein, mais elle fonctionne assez bien en induisant l'endormissement. Bon, pour ça, il faut vraiment se reporter vers la médecine du sommeil, hein, c'est une spécialité à part, mais les médecins du sommeil, je crois, prescrivent de la mélatonine, en tout cas en cas d'insomnie d'endormissement. Ça ne résoudra pas les problèmes de gens qui ont des problèmes de maintien du sommeil, mais en tout cas, pour tout ce qui concerne les insomnies d'endormissement, ça peut être une solution. Par contre, prendre la mélatonine, ça suppose de connaître, enfin, ça ne se fait pas. Il y a beaucoup de gens qui prennent aussi la mélatonine pour résoudre les problèmes de jet lag en cas de vol transméridien. Ça, c'est un peu plus compliqué parce qu'on dit que cette substance, la mélatonine, comme la lumière d'ailleurs, elles ont ce qu'on appelle des courbes de réponse de phase. C'est-à-dire qu'en fonction du moment de la journée où vous prenez de la mélatonine, en fonction du moment de la journée où vous vous exposez à la lumière, ça aura un effet complètement différent sur votre horloge biologique. Donc, cette courbe de réponse de phase, il faut la connaître avant de prendre de la mélatonine pour manipuler son rythme biologique en cas de jet lag. En tout cas, en cas d'insomnie, d'endormissement, les médecins du sommeil peuvent prescrire de la mélatonine. Voilà. Et effectivement, ouais, si je peux compléter de par mon expérience pharmaceutique, Ah bah oui, il y a plusieurs dosages de mélatonine. c'est ça. Celles qu'on va trouver en complément alimentaire qui est à moins de 2 mg par comprimé. Aujourd'hui, c'est un complément alimentaire parce qu'il y a peu de données sur une efficacité réelle de ces compléments alimentaires sur l'endormissement. Donc, ça peut ne Ouais. pas faire de mal. À partir d'un certain dosage, c'est utilisé donc sous prescription médicale uniquement, notamment chez les personnes âgées qui perdent la sensibilité à la mélatonine avec l'âge. Mais effectivement, voilà, c'est pas un somnifère en tant que tel, c'est pas un médicament. Il y a un léger effet soporifique à la mélatonine, mais c'est un chronosomnifère, on va dire. Et comme le disait Laurence, c'est une utilisation qui est très particulière où il faut bien maîtriser le moment où on va prendre la mélatonine, le dosage de la mélatonine. Et donc, ça se fait avec une surveillance médicale particulière. Voilà, c'est pour ça que c'est aujourd'hui assez encadré en France, en tout cas en Europe, sur les dosages. En termes de compléments alimentaires, voilà, tous ces compléments alimentaires ne peuvent que vous aider avec très peu d'effets secondaires, même s'il faut quand même se méfier de tous les médicaments des effets secondaires. Ok, ouais, très bien, merci pour ces compléments. Donc, on va maintenant passer à l'illustration ici de la distribution temporelle de plusieurs fonctions biologiques chez l'homme. Alors, vous pouvez retrouver ce schéma et dans une petite plaquette de vulgarisation qui a été éditée par l'INRS. Donc, vous voyez qu'on a plusieurs de nos fonctions biologiques qui ont des timings très, très précis, notamment l'organisation de notre sommeil, avec notre sommeil lent profond qui va survenir plutôt en première partie de nuit. La phase de sommeil paradoxal qui, elle, va survenir plutôt en deuxième partie de nuit, le taux de mélatonine qui va débuter sa sécrétion aux alentours de 21h, 22h pour l'achever en début de matinée, la coordination motrice également, qui a des moments dans la journée où elle a un meilleur niveau, le temps de réaction, la force musculaire, etc., etc. Donc, en fait, on est vraiment… L'organisme, il est totalement construit autour de ces rythmes biologiques qui nous assurent les meilleures performances au cours des 24 heures là où il le faut. Ça a été évoqué ce matin, hein, les périodes d'hypovigilance en début d'après-midi, des périodes d'hypovigilance la nuit, etc., etc.
Alors, application en entreprise. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant de toutes ces données, de toutes ces explications mécanistiques pour l'appliquer au mieux en entreprise? Alors, en entreprise, on peut déjà se demander finalement pourquoi travailler la nuit, ça pose problème. Alors là, vous avez déjà eu quelques éléments de réponse avec le début de mon intervention. En fait, travailler la nuit, ça va poser problème, notamment par rapport à l'exposition à la lumière des travailleurs de nuit. Alors, vous avez représenté ici sur cette diapositive une expérimentation qui a été menée dans les années 2000 avec des mesures d'exposition à la lumière dans le cadre d'un travail posté. Alors, le petit graphe en bas à gauche, c'est un peu ce qu'on peut appeler la situation témoin avec une personne qui effectue un travail de jour. D en abscisse, c'est pour day. Donc, et puis, les journées de congé sont schématisées avec des O, journées off. Et donc là, vous voyez que quand on travaille la journée et qu'on est en congé, on s'expose assez périodiquement à de la lumière, puis on retourne à l'obscurité, etc. C'est quelque chose, finalement, c'est assez régulier. C'est assez régulier sur la petite courbe en bas à gauche. Si vous regardez les trois autres courbes, vous voyez que sur la courbe de gauche, en haut, vous avez une personne qui fait un travail nocturne, donc pendant les 2 premières nuits, puis il a 4 jours de congé, 4 jours de day off, puis à nouveau une période nocturne. Et vous voyez que là, au contraire, on a des rythmes d'exposition à la lumière qui sont assez instables, avec une régularité qui n'existe plus du tout. C'est exactement la même chose sur la partie droite de la diapositive. Alors là aussi, avec des rythmes d'exposition à la lumière qui sont assez instables quand on est confronté à de l'alternance entre des jours de nuit, entre des jours de congé, des travails de jour et du travail de nuit. Donc en fait, le travail de nuit, ce n'est pas un problème de manque de lumière, c'est un problème de cycle lumière-obscurité, c'est-à-dire qu'on ne s'expose pas à la lumière au bon moment. Voilà. Et tout ça, ça va provoquer ce qu'on appelle des conflits. Un premier conflit entre les informations de l'environnement et ce que va percevoir notre horloge centrale, et un deuxième conflit entre le message que va transmettre l'horloge principale aux horloges périphériques. Et l'ensemble de ces conflits vont aboutir à ce qu'on appelle des désynchronisations internes, des désynchronisations de l'organisation circadienne avec des rythmes qui ne seront plus en phase les uns avec les autres. Associé, on le sait, ces désynchronisations à une dette de sommeil qui est souvent assez chronique chez les travailleurs postés, travailleurs de nuit. Et ce sont ces deux mécanismes, les désynchronisations circadiennes associées à la dette de sommeil, qui sont aujourd'hui suspectés comme étant à l'origine des principaux symptômes et troubles liés au travail posté, travail de nuit. Alors, ces troubles et ces symptômes et ces pathologies, ils ont été recensés par l'ANSES en 2016, qui a publié donc un rapport d'expertise collective des effets sanitaires du travail posté, travail de nuit, avec des effets avérés sur la santé, mais également sur la sinistralité, c'est-à-dire les accidents du travail, les accidents du trajet, et sur la vie sociale et familiale. Alors, l'ensemble de ces effets vont vous être développés par ma collègue Marianne Gauthier dans la présentation future, juste après la mienne, à 16 heures. Mais déjà, nous allons commencer par voir, sans donc les détailler, pourquoi finalement il y a certaines personnes qui apparemment tolèrent mieux le travail de nuit que d'autres. Donc, pourquoi est-ce qu'il existe des différences finalement de tolérance au travail de nuit? Alors, ces différences, elles sont liées à des caractéristiques individuelles, on va le voir, et également à des caractéristiques liées à l'organisation du travail. Alors, les caractéristiques individuelles, c'est bien de les connaître. On n'en fera rien en prévention. Ce n'est pas sur ça qu'on va se baser pour faire de la prévention, bien évidemment. La première caractéristique, c'est le chronotype. Le chronotype, ça a été évoqué ce matin lors de la présentation sur le jet lag social. C'est quoi le chronotype? C'est est-ce qu'on est du matin ou est-ce qu'on est du soir? On se connaît en général assez bien. On sait dire si on est plutôt du matin, plutôt un chronotype matin, plutôt un chronotype soir. Eh bien, par exemple, pour le travail de nuit, c'est les gens qui sont de chronotype soir qui ont un peu plus de facilité à supporter le travail posté, le travail de nuit. Deuxième caractéristique, l'âge. Avec l'âge, l'horloge biologique devient progressivement de plus en plus matinale. Elle devient de plus en plus matinale, donc on a plus de mal à supporter le travail de nuit. Elle s'ajuste aussi plus lentement à la suite d'un changement d'heure. Et elle génère également, cette horloge, quand elle vieillit, un rythme biologique, un rythme circadien moins robuste, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus sujette à des désynchronisations. De même, avec l'âge, notre durée et notre qualité de sommeil vont être réduites, donc ça va rendre la récupération d'autant plus difficile. Troisième caractéristique, le sexe. On sait que les femmes ont tendance à avoir un chronotype plus matinal que les hommes, donc là aussi, ça peut avoir une influence sur notre adaptation au travail de nuit.
quatrième caractéristique, des différences génétiques. On a des différences génétiques dans notre structure de sommeil et donc notre qualité de sommeil, mais également la qualité de notre veille vont aussi dépendre de facteurs qui vont être génétiquement déterminés. Et on sait par exemple que l'effet éveillant de la caféine repose également sur certains facteurs génétiques. Et enfin, dernière caractéristique, c'est ce qu'on appelle souvent dans les études et dans les recherches l'effet travailleur sain. Ça, c'est le fait que quand on ne supporte pas le travail de nuit, on va essayer de s'en soustraire par tous les moyens possibles et que donc, quand on étudie les effets à long terme d'un travail de nuit, on se retrouve par rapport à des populations en face de nous dans les études qui sont les plus résistantes et qui donc ont le moins d'effets négatifs concernant l'impact du travail de nuit. C'est ce qu'on appelle l'effet travailleur sain. Alors, pourquoi les différences de tolérance? On vient de voir les caractéristiques individuelles. D'autres caractéristiques sont plus liées à l'organisation du travail. Et ces caractéristiques liées à l'organisation du travail, ça va être par exemple le volontariat. Est-ce que l'on a choisi ou est-ce qu'on subit ce travail de nuit? Est-ce que c'est une contrainte choisie ou une contrainte subie? On supporte toujours beaucoup mieux les contraintes choisies. Deuxième caractéristique en lien avec l'organisation du travail, c'est l'association et la participation des salariés au choix de leur rythme et de leurs horaires de travail. Ça aussi, c'est une variable modulatrice positive. La prévisibilité et la stabilité des plannings, troisième caractéristique. Et enfin, toutes les caractéristiques qui vont être plus liées au système horaire avec la fréquence de rotation qui va pouvoir jouer sur l'adaptation, sur la tolérance du travail de nuit, le sens de rotation, la durée des postes, l'heure de prise de poste, etc., etc. Donc, comment est-ce que finalement on peut prévenir en agissant sur l'organisation du travail? Alors, je vais introduire cette partie-là, mais je vais pas totalement dévoiler, je vais pas déflorer entièrement la présentation ultérieure de Charles. Comment agir comment prévenir en agissant sur l'organisation du travail? On va avoir 3 leviers possibles. Agir sur l'environnement de travail en mettant en place un système photique, une lumière ambiante adaptée, avec une lumière d'assez forte intensité en première partie, milieu de nuit, et que l'on réduirait un peu en deuxième partie de nuit. Des salles de repos que l'on peut aménager afin de faire une micro-sieste pendant la période nocturne, pendant la période de travail, dédier une pause à cette micro-sieste de 15-20 minutes qui permet de restaurer les niveaux de vigilance sur plusieurs heures. Aménager une salle de repas pour prendre une collation protéinée la nuit, c'est également une action que l'on peut avoir. Agir sur le contenu du travail, ça c'est une deuxième action où on peut adapter ce contenu du travail en anticipant les périodes d'hypovigilance, notamment pour tout ce qui concerne la charge physique, la charge mentale, mais également s'économiser, prendre de l'avance quand on le peut, quand on a l'autonomie dans son travail pour pouvoir prendre de l'avance, notamment je pense à certains métiers comme les infirmières qui peuvent s'économiser certaines parties de la nuit en prenant de l'avance et en faisant les tâches les plus sollicitantes en première partie de nuit. Et enfin, agir sur le système horaire et sur les rythmes de travail afin de minimiser donc la désynchronisation circadienne et la perturbation du sommeil, afin de favoriser la récupération de la dette de sommeil du salarié et de concilier au mieux sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Voilà. Donc, pour l'ensemble de ces trois actions, vous avez des fiches pratiques qui ont été publiées par l'INRS, ce qu'on appelle des fiches solutions de prévention, avec une première fiche qui va donc concerner l'adaptation du contenu et de l'environnement de travail. Vous pouvez télécharger ces fiches gratuitement grâce à la référence qui est indiquée sur la diapositive. La deuxième fiche qui concerne l'optimisation des horaires et des rythmes de travail, qui là aussi peut être téléchargeable sur le site de l'INRS. Et enfin, ça c'était la fiche sieste, c'est tellement petit que je ne vois pas sur mon écran. Et la deuxième, c'est une fiche sur l'adoption de la micro-sieste et qui vous donne des conseils, comme ça a été rappelé lors de la session d'Anthony Dubrox en début d'après-midi, des conseils pour réaliser une micro-sieste et donc restaurer vos niveaux de vigilance pendant votre nuit de travail. Et enfin, troisième fiche sur l'optimisation des horaires et des rythmes de travail avec des conseils sur les fréquences de rotation en cas de travail posté, des conseils sur les transmissions lors des changements de poste, etc., etc. Et en complément de cette prévention axée sur le travail et son organisation, vous avez également des conseils de prévention
plus secondaires que l'on peut diffuser aux salariés, notamment des conseils en termes d'informations sur le sommeil, sur la gestion des cycles veille-sommeil lorsqu'on fait un travail posté, un travail de nuit. Donc là aussi, vous avez une fiche solution de prévention de l'INRS qui vous résume l'ensemble des actions possibles. En complément, vous avez certains outils qui existent, qui sont gratuits en ligne, notamment l'outil d'une collègue québécoise, Marie Dumont, qui a mis en place cet outil qui permet, un outil interactif en ligne gratuit qui permet aux travailleurs postés, travailleurs de nuit de s'auto-former et de mieux vivre leur travail de nuit. Donc, c'est un outil axé sur le sommeil et la gestion des cycles veille-sommeil. Un outil complémentaire qu'on a réalisé avec des collègues médecins du travail en Alsace pour là aussi vous aider, vous accompagner dans la gestion de votre travail posté avec des conseils pour le poste du matin, pour le poste de l'après-midi, pour le poste de nuit. Et enfin, à la CARSAT, l'animation de ce qu'on appelle un pôle de ressources avec un ensemble de compétences en chronobiologie parce que les entreprises, elles sont en besoin d'avoir des interlocuteurs sur cette thématique pour pouvoir les accompagner, pour faire des diagnostics de certaines modalités de travail. Donc là, un ensemble de consultants, dont MySommeil, avec qui on travaille, comme dit, avec qui je travaille depuis quelques années et qui sont donc recensés sur notre pôle de ressources, associés à des documents pédagogiques, des brochures que vous pouvez télécharger gratuitement aussi sur le site de la CARSAT et des vidéos témoignages d'entreprises qui témoignent de ce qu'elles ont mis en place dans le cadre d'un travail posté, travail de nuit et qui peuvent aussi vous donner des idées. Voilà. Donc, en conclusion, ce que l'on peut retenir, c'est que vous l'aurez compris, le travail de nuit n'est pas un travail de jour effectué la nuit. Voilà, ça n'est pas aussi simple que ça. Le travail de nuit a des effets et des solutions, mais j'ai envie de dire des solutions de prévention existent. Voilà, c'est ces solutions que j'ai essayé de présenter. Marianne reviendra dessus et Charles également, je pense, dans son allocution. Je vous remercie pour votre attention. Je regarde ma montre. Parfait.